Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi, c'est le début de la semaine. La presse est disponible dans les kiosques, mais déjà sur ce plateau, nos invités vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par les tabloïds. La nouvelle expression parle de vivre ou détruire ensemble. Le deuxième assassinat de Ruben Oumyobé, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, la scène vécue autour du site du monument de l'un des plus vénérables nationalistes camerounais la semaine dernière à Douala, et donc la manifestation profonde de la crise sociale qui risque notamment d'atomiser le Cameroun. Des réactions très édifiantes des leaders d'opinion sont donc à découvrir dans le dossier de la page 2 à la page 3. Le journal parle également de Elekam. Abdoulaye Babalé offert donc en sacrifice. D'ailleurs, le conseil électoral d'élections Cameroun vient de retirer sa confiance au directeur général alors que l'institution est donc agitée par une grosse grogne. C'est à lire en page 5 de ce numéro. Le journal parle également de Yaoundé, Washington. L'ambassadeur des États-Unis dément la rumeur. Les informations indiquent que Peter Henry a quitté le Cameroun pour des congés annuels programmés depuis de longs mois. C'est à lire en page 3 du journal. Et le journal s'intéresse également à l'autre sujet. Manche BBC et compagnie, donc les accusés entre 10 et 15 ans de prison. Ils doivent en outre verser 260 millions de francs CFA pour les dépenses et bien entendu les préjudices, donc en page 6 du journal. Et puis on parle aussi de la crise anglophone. Carnage dans le nord-ouest, entre 27 et 40 personnes présentées par l'armée comme des sécessionnistes ont été donc abattues dans un hôtel près de Santa. Des morts qui provoquent également une autre vive polémique dans l'opinion. C'est à dire ici en page 4 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. D'autres informations sont également à découvrir. Le journal L'Œil du Sahel parle de la présidentielle 2018. Un membre du Conseil constitutionnel appelle le candidat ou la candidature de Paul Biya, ou appelle à la candidature, justement. C'est ce qui est contenu dans le journal en page 3. Le journal parle également de Marois, avec plus de 36 000 comprimés de tramol saisis dans cette partie du pays. C'est en page 9. Kerawa, un villageois tué donc par Boko Haram, en page 9 de ce numéro, disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal L'Essentiel qui est aussi dans les kiosques parle donc de la crise à Elekam dans le cadre de la gouvernance, avec des informations bien contenues dans ce numéro. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone. Manche BBC, condamné donc à 15 ans de prison. Ce sont autant d'informations que vous aurez à découvrir dans le journal Essentiel. Et puis le journal La Météo, qui est disponible, parle de l'affaire Siam Sewe, pillage organisé au port autonome de Douala, donc avec les avocats de l'entreprise qui veulent donc se faire payer des honoraires indus, avec l'assentiment bien entendu du président du conseil d'administration et également de la tutelle. Ce sont des informations à lire en page 2 du journal, qui parle également de l'enseignement des enseignements secondaires avec la liste des personnels bénéficiaires des avancements qui sont donc à découvrir dans le journal. Donc tout cela, des informations à lire dans le numéro de ce matin. Et puis l'anecdote parle également de ce qui est reproché à Abdoulaye Babalé. C'est le grand titre du journal. Le journal parle également du pont sur le Logon et Chari. C'est à lire dans ce numéro, et aussi d'autres informations que je vous invite à découvrir après avoir fait un tour dans les kiosques. Le journal indépendant s'intéresse à Santa, un gang de séparatistes neutralisés et 20 otages libérés. C'est ce qui est contenu également dans le journal en page 4. D'autres informations aussi à lire, parlant notamment de l'ECAM. Le directeur général sanctionné pour faute lourde, c'est dans le numéro disponible. Mutation parle donc de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces images insoutenables à découvrir dans le journal. Et d'autres informations aussi parlant de l'ECAM qui renoue donc avec la crise. C'est dans le numéro disponible ce matin. Le soir hebdomadaire qui est dans les kiosques par la crise anglophone, avec un vaste réseau de terroristes neutralisés à Santa. C'est ce qu'on lit également dans le journal. Et on parle aussi d'autres informations que je vous invite à lire dans les kiosques également. Le journal Repère parle donc de l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Lee Xinjun embarrasse le gouvernement. C'est ce que dit le journal. Le journal parle également de la course à la primature. Divorce consommé entre Philemon Yang et chez Jones Yembe, qui est donc contenu dans le journal. Ce
matin. Donc une autre information aussi que je vous invite à lire. On parle également des infrastructures sportives, lumière sur les stades de la Fédération camerounaise de football. Notre dossier à lire dans le journal. Le journal Repère de ce matin. Intégration s'intéresse à la présidentielle camerounaise. Bataille ouverte donc entre puissances étrangères et bien entendu le Cameroun. C'est à lire dans le numéro disponible. Le journal s'intéresse également à toute autre chose. Donc tout est à refaire en Afrique centrale avec des classiques donc que l'on observe aussi des chefs d'État croulant, selon bien sûr le journal L'Intégration de ce matin. Donc parlant de tout cela, dans le numéro disponible, le journal Le Popoli qui est dans les kiosques parle des carnages de Menka, le film à découvrir dans ce numéro, des caricatures que je vous invite à découvrir également dans le journal satirique. Le journal Info Matin parle de crise anglophone, l'armée libère 22 otages, ce qui est contenu dans le journal. Et puis opération épervier, Babalé en route pour le TCS. Autant d'informations à découvrir dans la presse ce premier jour de la semaine. Et voilà ce que la presse nous propose sur ce plateau. Thierry Ngapé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est avec beaucoup de plaisir que je la retrouve ce matin 28 mai 2018. Merci d'être avec nous. En face de vous, Bernard Batana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. Surtout, bonne chance à tous les élèves qui ont commencé avec les épreuves du baccalauréat et du JCI. Voilà, merci d'être avec nous. Également, bonne chance donc à ces jeunes. Et avec vous, sur ce plateau, nous commençons avec des sujets qui touchent, qui choquent et qui amusent même parfois parce que si on s'en tient à ce que le Popoli nous propose. Donc, vivre ensemble ou détruire ensemble, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi le deuxième assassinat de Ruben Oumniobé. C'est exagéré? Non, je pense que c'est bien dit. En réalité, il s'agit de la deuxième mot parce que qu'on dise, hein, Ruben Oumniobé est quand même l'un des premiers nationalistes qui a porté haut les revendications qui ont abouti à l'indépendance du Cameroun, même comme plusieurs années plus tard, sa mémoire n'a pas suffisamment été reconnue. Aujourd'hui, au-delà de toutes les revendications qui ont été faites jusqu'ici, on se rappelle de la sortie ou des multiples sorties de M. Essama, que l'on traite parfois de tous les noms d'oiseaux, mais ces sorties quand même ont réussi à aboutir à la mise en place, pourquoi pas, ou à l'érection d'un monument à la mémoire de Ruben Oumniobé. Il se trouve malheureusement que les chefs ont estimé au courant de ce week-end que Ruben Oumniobé était un halogène et ne méritait pas un monument à cet endroit-là. Il y a plusieurs questions qui se dégagent malheureusement. Pourquoi les monuments, notamment du général Leclerc, le monument du soldat inconnu, trônent sans aucun problème du côté de Bonanjo? Pourquoi il a fallu que ces revendications aboutissent jusqu'à ce niveau pour que les chefs se mettent à revendiquer un monument pour Douala Mangabel et les autres? Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des rues, notamment du côté de Bafoussam et dans plusieurs autres régions du Cameroun, qui portent les noms de ces personnalités, de ces nationalistes-là qui ont donné de leur vie pour la libération ou pour l'indépendance du Cameroun, sans que cela ne gêne les habitants de ces différentes régions-là. On ne comprend pas comment des Sawa, qui, il faut le dire, ont trouvé les Bassa et les Bakoko du côté de cette place, qui est aujourd'hui considérée comme la zone de Sawa, peuvent se permettre de commettre de pareils actes assez répréhensibles. Alors, le dossier de la nouvelle expression ce matin nous permet-il de comprendre un peu ce qui se passe? Bernard Batana, avec notamment des réactions, mais on apprend déjà que les chefs du canton Bel déplorent un peu le fait qu'on ait donc érigé cette stèle sans avoir consulté ces derniers, et même qu'ils ont souhaité à plusieurs reprises que leur roi soit, la stèle de leur roi soit érigée à cet endroit précisément, et que Antonin Tenet, qui est le délégué du gouvernement, est resté muet sur cette question. Oui, d'entame, il n'y a pas de doute que ce soit Douala Mangabel ou Oumniobé, que ce sont des héros nationaux. Ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Bon, maintenant, il faut peut-être analyser l'acte des chefs traditionnels sur la forme et sur le fond. Sur la forme, un chef traditionnel est dépositaire d'une certaine culture, de certaines mœurs. C'est-à-dire que par cette occasion, il confère une certaine dignité, une certaine crédibilité, une certaine respectabilité. Par conséquent,
il ne pouvait pas se livrer à ce genre d'acte de vandalisme. Du coup, on a une autre idée du chef qui se met dans la rue à casser un monument, même si par ailleurs, ils ne sont pas d'accord pour l'érection de ce monument. Alors, il devrait s'en prendre à qui? À ceux qui ont conçu ou à celui qui a donné le OK de construire cet endroit, qui est le délégué du gouvernement? Oui, il y a des façons plus élégantes. Il y a des façons plus élégantes de dire non à un acte. Et surtout que quand ça vient des chefs traditionnels. Nous, on pense que descendre sur la rue comme ça et se livrer à des actes n'honore pas. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, on dit que les journaux ont écrit que c'est la deuxième mort de Oumyobé. Je pense que c'est plutôt Douala Mangabel qui doit se retourner dans sa tombe pour dire à ses chefs traditionnels que non, ce n'est pas ça que je voulais. Parce que de son vivant, il n'aurait pas accepté que quelqu'un qui a mené le même combat que lui soit traité de cette façon. Donc, je pense que sur le fond même, Douala Mangabel ne serait pas content. Bon, maintenant, Douala Mangabel, que ce soit Oumyobé, n'appartient pas seulement au Douala, ni au Bassa. Mais cela n'enlève pas à Douala Mangabel son caractère d'être Douala, c'est-à-dire sa doualaïté. Donc, il faut le respecter. Il est Douala avant d'être un héros national. Bon, tant qu'à faire, je pense à mon avis qu'on pouvait nous éviter ce genre de spectacle en érigeant à Douala une stèle pour Douala Mangabel, en érigeant à Bafoussam une stèle pour Ernest Ouandjé, en érigeant à Fumban une stèle pour Félix Moumié, en érigeant à Bolova une stèle pour Martin pour Samba, en érigeant à Kribi une stèle pour Madola, en érigeant à Ndikimeki une stèle pour Manimbeni Tombi, etc. etc. On a eu des héros qui ont été des précurseurs d'une certaine vie au Cameroun. On devait les honorer. Et les honorer dans leur village ne veut pas dire qu'on enlève un caractère national. Dans les réactions également, Thierry l'a évoqué tout à l'heure, se posant la question de savoir pourquoi on retrouve encore des monuments comme celui des soldats inconnus et autres. Mais seulement dans la presse également ce matin, il y a aussi d'autres réactions. Il y a l'honorable William Peter Manjo, député, qui dit Oumyobé ne mérite pas une telle offense, bien entendu, et que Albin Zonga, lui, leader politique, il dit le chien vient de mordre son maître. Oui, mais c'est vrai, on a ce spectacle arrive au moment où on parle de plus en plus du vivre ensemble. Au moment où on devrait prôner justement cette politique de vivre ensemble, que notamment des ministres... Vivre ensemble ou détruire ensemble. Voilà, notamment des ministres qui ont beaucoup travaillé. On se rappelle la belle cérémonie organisée par le ministre Ngalej côté des DA qui a réuni plusieurs pontes du régime venant de plusieurs bords, de plusieurs régions. Qui a donné le ton l'année dernière et cette année encore, il a réitéré. Voilà, donc cela n'a offusqué personne. On n'a pas compris pourquoi les chefs traditionnels se sont levés à pareils actes de vandalisme, qui les a manipulés jusqu'ici. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si on se permet de questionner l'histoire du Cameroun, on se rendra compte que les Douala ne sont pas ne sont pas les premiers habitants de cette zone-là. Ne sont pas les premiers habitants du plateau d'Os. Tout le monde se rappelle justement que ce sont les Bassa et les Bakoko qui étaient les premiers habitants de ces zones et que les Douala venaient du Congo et malheureusement la cohabitation n'étant pas celle-là parce que selon certaines sources, selon certains livres, il y a d'ailleurs l'honorable Peter qui le rappelle dans l'article ce matin, avec le leader nationaliste. En tout cas, on a parlé bien entendu de Oumyobé qui habitait un commandeur et qui tenait ses réunions, justement, non loin de là. Si on va même au-delà pour questionner, si on entre sur le plan anthropologique, on questionne l'histoire, vous allez vous rendre compte que en fait, les Douala ont trouvé les Bassais et les Bakoko sur place et les Bassais et les Bakoko ont dû se replier vers le milieu de la ville simplement parce qu'ils estimaient que les Douala n'étaient pas aussi propres que ça parce que c'était un peuple de pêcheurs. En réalité, si on rentre dans l'histoire, il y a beaucoup de choses à redire. C'est un acte condamnable parce qu'au même moment où ils détruisent cette stèle qui était encore en phase de construction, il y a des avenues qui portent le nom de Douala Mangabel à Bafoussam. Je vous ai dit, il y a des rues qui portent
des noms de Douala Mangabel au-delà de la ville de Douala. Donc c'est un acte condamnable, c'est un acte répréhensible au moment où l'État est en train de prôner le vivre ensemble. Alors il n'y a pas que ces deux qui réagissent, il y a également Chanda Tom qui fait savoir que c'est le deuxième, en tout cas le deuxième assassinat de Ruben Oumniabe. Il interpelle d'ailleurs l'un des responsables aussi, parlant de Sinjung Pokam, qui lui demande s'il sait, s'il est au courant qu'il y a eu une destruction du genre aussi. Oui, moi je pense qu'il faut éviter de prendre ce problème sur le prisme ethnique. Parce que chaque fois qu'on va discute sur les replis identitaires, on ne trouve pas une solution. En réalité, au Cameroun, le problème ethnique, c'est une équation à 250 inconnus. On ne peut pas trouver de solution. Donc, je pense qu'il faut éviter de prendre toujours le problème sur le prisme ethnique, sur le prisme d'installation. On ne va pas rentrer dans la profonde histoire pour savoir qui s'est installé où et quand. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, comme on prône de vivre ensemble, tout le monde est camerounais partout où il se trouve. Très bien. Alors, c'est à lire dans le dossier proposé par la nouvelle expression de la page 2 à la page 3. Le journal parle également d'un autre fait qui s'est déroulé en tout cas ce week-end, parlant de la crise anglophone. Carnage dans le nord-ouest. On apprend d'ailleurs qu'il y a entre 27 et 40 personnes présentées par l'armée comme étant des sécessionnistes et qui ont été abattues dans un hôtel près de Santa. Oui, c'est bien dommage. Hein. On a dit depuis que c'est devenu comme un marronnier tous les jours. Quel est l'épisode du feuilleton, problème anglophone, problème sécessionniste. C'est dommage qu'on se retrouve dans une situation où des Camerounais meurent pour des raisons qu'on ignore. Je crois qu'il est temps qu'on évite ces morts. Maintenant, on peut s'offusquer de ce que dans un hôtel, qu'on retrouve du matériel militaire, de tenues, des munitions et autres, des armes de guerre. Comment ils ont fait pour arriver là-bas, dans cet hôtel, pour qu'il soit découvert? C'était sans doute la base arrière. Il faut vraiment interroger. Il faut que, comme on dit, hein, que tout l'entourage soit en exploitation, parce que au-delà d'avoir démantelé cette base arrière, ils peuvent avoir d'autres bases arrière des sécessionnistes. Moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement, l'État du Cameroun cesse, arrête pas des méthodes régaliennes, c'est de saigner. Parce que déjà, on a déjà vu trop de morts comme ça. On parle de carnage, effectivement. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit dans le nord-ouest. Finalement, c'est une histoire, c'est un imbroglio qui n'a finalement ni tête ni queue. Tous les jours, on nous dit qu'on a tué des gens. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, si la nouvelle expression parle de carnage dans le nord-ouest avec des chiffres, donc 27 à 40 personnes qui ont été donc présentées par l'armée comme étant des sécessionnistes et qui ont été abattues, il y a le journal indépendant qui parle d'un gang de séparatistes neutralisés et 20 otages libérés. En même temps, on peut lire dans Mutation de ce matin des images insoutenables avec des femmes, des mains sur la tête en train de pleurer. Et aussi, on va retrouver dans le journal Le Soir donc un vaste réseau de terroristes neutralisés à Santa. Parce qu'on voit que la presse y va selon sa sensibilité. Il est clair que les images qui ont défilé dans les réseaux sociaux donnent froid au dos. Des gens couchés, en main le sol, vraiment du sang partout. Ce sont des images horribles. Le Cameroun n'a pas besoin de cela. On a comme l'impression qu'on est dans un pays en pleine guerre. On l'a dénoncé sur ce plateau. Le gouvernement devrait prendre des mesures qui s'imposent pour éviter de pareils carnages. Parce que de pareilles informations donnent du grain à moudre aux institutions internationales qui ces derniers temps qu'il y a eu à dire que le Cameroun gère mal la crise anglophone, que l'armée tue au quotidien. Tout le monde se rappelle quand même la dernière sortie inopportune, ça il faut le souligner, de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui avait fustigé justement ce type de comportement. Et maintenant, quelques jours plus tard, l'actualité lui a donné raison. Effectivement, l'armée camerounaise a battu à bout portant. C'est vrai que selon le colonel Badjek, l'armée répondait à des échanges de coups de feu, selon les informations officielles jusqu'ici. Ils ont été informés, l'armée a été informée de ce que un gang de séparatistes tenait une réunion du côté dans cet hôtel-là. Ils ont voulu justement aller les intercepter sans aucune violence, mais il y avait un guetteur qui a lancé la lettre et les sécessionnistes, en fait, les personnes présentées comme telles ont ouvert le feu et l'armée n'a fait que
riposté. Voilà la version officielle. Maintenant, que se passe-t-il exactement? On ne sait pas vivement parce que tous, quoi qu'on le veuille ou pas, sont des Camerounais, qui sont en train de perdre des vies et peut-être parmi ces gens-là, il y avait des innocents qui étaient de passage dans cet hôtel. Que s'est-il passé véritablement? On ne saura le dire, mais toujours est-il que ce sont des choses à déplorer. On l'a souligné ici au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour que de pareilles choses ne continuent plus à arriver. Très bien. Alors, donc, Info Matin, crise anglophone, l'armée libère 22 otages, avec d'autres informations aussi dans la plupart des tabloïds de ce matin sur cette question. Alors, autre chose, c'est l'aide du Sahel qui parle de la présidentielle 2018. Un membre du Conseil constitutionnel appelle à la candidature de Paul Biya. On entend déjà des sons du genre. On a également entendu dans la Léquier, là-bas il y a eu une forte cotisation également pour soutenir et encourager le chef de l'État. Et il y a eu une motion de soutien pour inviter le chef de l'État à se représenter. Oui, mais c'est une information qui fait jaser, effectivement, et qui est déplorable. On ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel, reconnu pour sa neutralité par rapport à la gestion des élections et signer une motion de soutien pour demander au président de la République de se présenter. Autrement dit, on devient juge et parti. Ça ne va pas. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel doit tirer toutes les conséquences de cette affaire, quand son membre ait pu signer la motion de soutien. Cela veut dire que demain, comment vont-ils gérer les élections si tant il est reconnu qu'il a donné son camp? Est-ce qu'un membre du Conseil constitutionnel peut accepter demain que son camp perde? Non, il a un camp qu'il a choisi et c'est lui le juge des élections. Il sera appelé à communiquer les résultats. Vous pouvez comprendre qu'il laisse son camp perdre? Non, je pense que c'est si sérieux qu'on ne doit pas s'arrêter à un seul titre de journal, à une information du journal. Il faut qu'on attend que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités par rapport à cet acte. Alors là, le journal dit que son nom a été, en tout cas, le premier nom de la liste qui a été conçu pour, concernant des personnes qui souhaitent que le chef de l'État se repositionne. Non, pas le premier nom. Son nom a été retrouvé juste après les noms des membres du bureau politique du RDPC. En même temps, il faut dire que Jean Foumana Kane, qu'on le veuille ou pas, est un ancien militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du RDPC parti, ou au pouvoir, au proche du pouvoir, c'est selon, qui a démissionné officiellement de son parti politique là, en fait, qui a déchiré l'habit du militant pour porter l'étoffe du membre du Conseil constitutionnel. Maintenant, son nom s'est retrouvé dans une liste. Je vous rappelle en principe qu'il peut l'avoir signé comme il peut ne l'avoir jamais signé. On se rappelle effectivement qu'il y a eu des noms, des morts, des noms des personnes de l'opposition qui se retrouvaient dans les listes, dans les motions de soutien et de déférence au président Biya. Et ces dernières ont, quelques jours plus tard, dénoncé cela. Maintenant, on attend sa sortie. Est-ce qu'il a donné son aval pour que son nom figure dans ces listes? Il faudrait bien le savoir, il faudrait aller au-delà de du constat qui a été fait. Alors vous estimez que son nom peut apparaître? Son nom peut apparaître parce que justement des gens... Alors que lui, parce qu'il y a des contentateurs. Et il ne dit rien. Oui, il y a des contentateurs justement du régime qui se permettent parfois de lister les noms des élites, des personnalités appartenant dans une région bien précise pour envoyer des motions de soutien et de déférence au président Biya. Ce sont des gens qui veulent plaire à la cour. Maintenant, est-ce que Jean Foumana Kane, je ne suis pas son avocat, a effectivement fait cela, à lui maintenant de le dire avec exactitude. Si c'est le cas, le Conseil électoral, en fait le Conseil constitutionnel doit tirer toutes les dispositions, toutes les leçons qui s'imposent parce qu'il y a une loi, la loi numéro 18, je crois 2004, du 18 avril 2004, qui effectivement sanctionne ce type de dérive. On se rappelle que même, je crois, Pauline Billon, à l'époque membre de l'ECAM, du Conseil électoral de l'Election Cameroun, avait effectivement été déposé par le président Biya pour avoir, avait-on appris, gagné quelques marchés relatifs à l'organisation de l'élection présidentielle alors qu'elle était membre du Conseil, en fait membre de l'Election Cameroun. En attendant d'avoir des clarifications là-dessus, je continue.
lui accorder le bénéfice du doute pour l'instant. Très bien. En attendant donc justement cette réaction, on verra. La presse nous dit ce matin qu'il est un membre du Conseil constitutionnel qui appelle à la candidature de Paul Biya. C'est à lire en page 3 du journal du Sahel. Et toujours parlant de la présidentielle au Cameroun, il y a une bataille ouverte donc entre puissances étrangères et le Cameroun. On le voit dans le journal Intégration. Oui, il y a toujours des batailles par rapport au Cameroun. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays stratégique. Que ce soit Paul Biya subit-il la pression internationale depuis? Oui, mais c'est lui qui peut répondre à cette question. Il y a toujours des batailles au niveau du golfe de Guinée, au niveau même de la CEMAC, comme le Cameroun, c'est la plaque tournante. Et par conséquent, doit être l'objet de bataille des grandes puissances. Toutes les puissances aimeraient s'installer au Cameroun. Et ils doivent jouer sur tous les leviers pour le faire. Que ce soit la France qui est fortement menacée, que ce soit les États-Unis dont on parle, de l'ambassadeur qui a eu une déclaration qui a créé un tollé, ou les autres puissances, la Chine qui rentre dans le Cameroun par le commerce et autres là. Je pense que c'est un milieu, un lieu de commerce, un lieu des affaires qui est fortement convoité. C'est à juste titre si les grandes puissances. Bon, maintenant, ils peuvent utiliser le levier des élections, de la présidentielle pour se positionner d'une manière ou d'une autre. Là, ça, c'est normal. Alors, on voit donc la Chine, la France, les États-Unis, bref, toute une cohorte de pays qui estiment que il y a ceux qui doivent partir, ceux qui sont pour le départ de Paul Biya et ceux qui sont là pour encourager le chef d'État à rester aux affaires. C'est une véritable bataille, comme le précise le journal. Oui, c'est une bataille, ce sont des constats. Maintenant, est-ce que Paul Biya a subi des pressions? Nous saurons le dire parce qu'elle est le seul à répondre à cette question. Mais au regard des faits, quand même, on sait quand même que le Cameroun est au cœur de plusieurs convoitises. C'est un véritable terreau fertile au commerce. On l'a vu, la France, qui était jusque-là considérée comme la mère patrie, avait toujours une même mise. Maintenant, il y a l'entrée de la Chine et les États-Unis également au niveau des relations internationales qui jouent également sa partition. Maintenant, est-ce que cela va suffire pour faire vaciller le régime de Yaoundé? On ne sait pas beaucoup, mais toujours est-il qu'on prie et qu'on supplie effectivement l'Éternel de continuer à protéger le Cameroun, parce qu'au regard de ce qui arrive, on l'a vu en Libye. Quand cela a commencé en Libye, on se disait non, on pourrait gérer avec Kadhafi, quand même, ce n'est pas n'importe qui, mais on l'a vu par la suite. Il en est mort. On l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire, quand la France a commencé avec Sarkozy à vouloir la tête de Laurent Gbagbo. Elle a fini par l'avoir. Aujourd'hui, il est à la Cour pénale internationale. En réalité, il ne faudrait pas que le Cameroun tombe sous le coup. Il faudrait non plus qu'on donne la matière ou du grain à moudre à cette puissance internationale-là qui ferait des mains et des pieds, effectivement, pour mettre le Cameroun à feu et à sang, parce que, qu'on le veuille ou pas, le sous-sol camerounais est extrêmement riche. Il est même certainement le Cameroun est le pays le plus riche dans la zone CEMAC, et même au-delà, mais son sous-sol n'est pas suffisamment exploité. Et ces puissances internationales qui ne vivent que de nos ressources souterraines, parfois font suffisamment d'efforts pour se positionner. Parfois, ils créent même des guerres, hein, tout le monde se rappelle. Même tout ce qui se passe avec les sécessionnistes, tout le monde se rappelle quand même que tout est parti de l'affaire de Sissoko Ayou, qui avait signé certainement des accords avec une firme internationale Capital, Kilimanjaro Capital Limited, et qui aurait tenté de mettre la pression sur le Cameroun parce qu'il avait vendu une partie de Bakassi, la presqu'île de Bakassi, pour le pétrole. Donc en réalité, il y a toutes ces crises-là, mais je crois que il y a des étincelles qui viennent de part et d'autre, de toute façon. Qui viennent simplement parce que notre sous-sol, en fait, c'est notre sous-sol qui intéresse ces puissances internationales. Ces puissances internationales ne viennent pas là parce qu'elles aiment les Camerounais, parce qu'elles nous aiment. Maintenant, elles viennent pour davantage nous exploiter, que les Camerounais soient davantage vigilants à ce niveau. Intégration, ce matin, parlons de cette présidentielle au Cameroun, la bataille ouverte entre puissances étrangères, c'est ce qu'on peut dire dans l'article de ce matin. Et puis on va également découvrir autre chose parlant de Mancho BBC dans le cadre de la crise anglophone, des accusés entre 10 et 15 ans de prison finalement. Ils doivent aussi payer 260 millions de francs CFA pour les dépens et bien entendu les préjudices. Oui, au vu des charges qui pesaient sur eux, je crois que ça c'est la peine minimale.
parce qu'ils étaient accusés de sécession, d'outrage de terrorisme et autres, avec tout ce que cela comporte dans la peine de mort. Oui, c'était la peine de mort. Ça, c'est la peine minimaliste. Bon, maintenant, il faut revenir sur le sempiternel problème de la dépénalisation des délits de la presse. On ne peut pas condamner les gens à une peine aussi lourde pour avoir émis une simple opinion. Et encore, faut-il savoir s'ils ont fait l'apologie de toutes les charges qui pèsent sur eux. En tout cas, leurs avocats ont promis faire appel. On espère que cette sanction sera révisée. Alors, c'est généralement quand on fait appel, ça soit révisé à la baisse ou à la hausse. C'est une affaire qui est encore pendant devant les juridictions camerounaises, ont été condamnés, les avocats vont interjeter appel. Maintenant, est-ce que c'est normal parce que là on parlait de délit de presse, mais quand on interprète les faits qui leur sont reprochés, ils vont au-delà du délit de presse. Nous parlons de la crise anglophone sur ce plateau, nous parlons parfois des sujets aussi, on parle de sécessionnisme, on parle du fédéralisme. Ici, on n'a pas pour autant été condamné que ça. Maintenant, si eux, ils ont pourquoi on a libéré les autres, pas eux. Il faut maintenant davantage questionner cette actualité-là, mais toujours est-il que c'est un sujet assez sensible. Il faudrait simplement que l'on comprenne que le Cameroun est une terre qui nous a été léguée, pas dans le sang. Il faudrait que nous restions comme tels et que les héritiers de Amadou Ahidjo, de Rubo Myobe, de Mangabel, de Moumi et les autres continuent à préserver ces acquis qui nous ont été chèrement donnés. Il faudrait que l'on le comprenne. Très bien. Alors, à côté de tous ces sujets évoqués ou alors commentés sur ce plateau, il y a aussi la question de l'ECAM, Abdoulaye Babalé, qui est donc offert en sacrifice carrément, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi, et bien également d'autres journaux, aussi d'autres tabloïds qui s'intéressent à cette question. Merci à vous, chers messieurs. Je vous dis, je vous souhaite de passer une très bonne journée et bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là pour une deuxième édition de la revue de Grande Une de la semaine. Bonne journée à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi, c'est le début de la semaine. La presse est disponible dans les kiosques, mais déjà sur ce plateau, nos invités vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par les tabloïds. La nouvelle expression parle de vivre ou détruire ensemble. Le deuxième assassinat de Ruben Oumyobé, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, la scène vécue autour du site du monument de l'un des plus vénérables nationalistes camerounais la semaine dernière à Douala, et donc la manifestation profonde de la crise sociale qui risque notamment d'atomiser le Cameroun. Des réactions très édifiantes des leaders d'opinion sont donc à découvrir dans le dossier de la page 2 à la page 3. Le journal parle également de l'ECAM. Abdoulaye Babalé offert donc en sacrifice. D'ailleurs, le conseil électoral d'élections Cameroun vient de retirer sa confiance au directeur général alors que l'institution est donc agitée par une grosse grogne. C'est à lire en page 5 de ce numéro. Le journal parle également de Yaoundé, Washington. L'ambassadeur des États-Unis dément la rumeur. Les informations indiquent que Peter Henry a quitté le Cameroun pour des congés annuels programmés depuis de longs mois. C'est à dire en page 3 du journal. Et le journal s'intéresse également à l'autre sujet. Manche BBC et compagnie, donc les accusés entre 10 et 15 ans de prison. Ils doivent en outre verser 260 millions de francs CFA pour les dépenses et bien entendu
les préjudices, donc en page 6 du journal. Et puis on parle aussi de la crise anglophone. Carnage dans le nord-ouest, entre 27 et 40 personnes présentées par l'armée comme des sécessionnistes ont été donc abattus dans un hôtel près de Santa, des morts qui provoquent également une autre vive polémique dans l'opinion. C'est à lire ici en page 4 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. D'autres informations sont également à découvrir. Le journal L'Œil du Sahel par la présidentielle 2018. Un membre du Conseil constitutionnel appelle le candidat ou la candidature de Paul Biya ou appelle à la candidature. Justement, c'est ce qui est contenu dans le journal en page 3. Le journal parle également de Marois avec plus de 36 000 comprimés de tramol saisis dans cette partie du pays. C'est en page 9. Kerawa, un villageois tué donc par Boko Haram en page 9 de ce numéro disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal L'Essentiel qui est aussi dans les kiosques parle donc de la crise à Elekam dans le cadre de la gouvernance, avec des informations bien contenues dans ce numéro. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone. Manche BBC, condamné donc à 15 ans de prison. Ce sont autant d'informations que vous aurez à découvrir dans le journal Essentiel. Et puis le journal La Météo, qui est disponible, parle de l'affaire Siam Sewe, pillage organisé au port autonome de Douala, donc avec les avocats de l'entreprise qui veulent donc se faire payer des honoraires indus, avec l'assentiment bien entendu du président du conseil d'administration et également de la tutelle. Ce sont des informations à lire en page 2 du journal qui parle également de l'enseignement des enseignements secondaires avec la liste des personnels bénéficiaires des avancements qui sont donc à découvrir dans le journal. Donc tout cela, des informations à lire dans le numéro de ce matin. Et puis l'anecdote parle également de ce qui est reproché à Abdoulaye Babalé. C'est le grand titre du journal. Le journal parle également du pont sur le Logone et Chari. C'est à lire dans ce numéro et aussi d'autres informations que je vous invite à découvrir après avoir fait un tour dans les kiosques. Le journal indépendant s'intéresse à Santa, un gang de séparatistes neutralisés et 20 otages libérés. C'est ce qui est contenu également dans le journal en page 4. D'autres informations aussi à lire, parlant notamment de l'ECAM. Le directeur général sanctionné pour faute lourde. C'est dans le numéro disponible. Mutation parle donc de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces images insoutenables à découvrir. Zone de Soa peuvent se permettre de commettre de pareils actes assez répréhensibles. Alors, le dossier de la nouvelle expression ce matin nous permet-il de comprendre un peu ce qui se passe? Bernard Batana, avec notamment des réactions, mais on apprend déjà que les chefs du canton Bel déplorent un peu le fait qu'on ait donc érigé cette stèle sans avoir consulté ces derniers et même qu'ils ont souhaité à plusieurs reprises que leur roi soit, la stèle de leur roi soit érigée à cet endroit précisément et que Antonin Tenet, qui est le délégué du gouvernement, est resté muet sur cette question. Oui, d'entame, il n'y a pas de doute que ce soit Douala Mangabel ou Oumniobé, que ce sont des héros nationaux. Ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Bon, maintenant, il faut peut-être analyser l'acte des chefs traditionnels sur la forme et sur le fond. Sur la forme, un chef traditionnel est dépositaire d'une certaine culture, de certaines mœurs. C'est-à-dire que par cette occasion, il confère une certaine dignité, une certaine crédibilité, une certaine respectabilité. Par conséquent, il ne pouvait pas se livrer à ce genre d'acte de vandalisme. Du coup, on a une autre idée du chef qui se met dans la rue à casser un monument, même si par ailleurs, ils ne sont pas d'accord pour l'érection de ce monument. Alors, il devrait s'en prendre à qui? À ceux qui ont conçu ou à celui qui a donné le OK de construire à cet endroit, le délégué du gouvernement? Oui, il y a des façons plus élégantes. Il y a des façons plus élégantes de dire non à un acte. Et surtout que quand ça vient des chefs traditionnels. Nous, on pense que descendre sur la rue comme ça et se livrer à des actes n'honore pas. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, on dit que les journaux ont écrit que c'est la deuxième mort de Oumniobé. Je pense que c'est plutôt Douala Mangabel qui doit se retourner dans sa tombe pour dire à ses chefs traditionnels que non, ce n'est pas ça que je voulais. Parce que de son vivant, il n'aurait pas accepté que quelqu'un qui a mené le même combat que lui soit traité de cette façon. Donc, je pense que sur le fond même, Douala Mangabel ne serait pas content. Bon, maintenant, Douala Mangabel, que ce soit Oumniobé, n'appartient pas seulement au Douala, ni au Bassa,
Mais cela n'enlève pas à Douala Mangabel son caractère d'être Douala, c'est-à-dire sa doualaïté. Donc, il faut le respecter. Il est Douala avant d'être un héros national. Bon, tant qu'à faire, je pense à mon avis qu'on pouvait nous éviter ce genre de spectacle en érigeant à Douala une stèle pour Douala Mangabel, en érigeant à Bafoussam une stèle pour Enes Wandje, en érigeant à Fouman une stèle pour Félix Moumié, en érigeant à Bolova une stèle pour Martin pour Samba, en érigeant à Kribi une stèle pour Madola, en érigeant à Ndikimeki une stèle pour Manimbeni Tombi, etc. etc. On a eu des héros qui ont été des précurseurs d'une certaine vie au Cameroun. On devait les honorer. Et les honorer dans leur village ne veut pas dire qu'on enlève un caractère national. Dans les réactions également, Thierry l'a évoqué tout à l'heure, se posant la question de savoir pourquoi on retrouve encore des monuments comme celui des soldats inconnus et autres. Mais seulement dans la presse également ce matin, il y a aussi d'autres réactions. Il y a l'honorable William Peter Manjo, député, qui dit Oumniobé ne mérite pas une telle offense, bien entendu, et que Albin Zonga, lui, leader politique, il dit le chien vient de mordre son maître. Oui, mais c'est vrai, on a ce spectacle arrive au moment où on parle de plus en plus du vivre ensemble. Au moment où on devrait prôner justement cette politique de vivre ensemble que notamment les ministres... Vivre ensemble ou détruire ensemble. On arrête pas de méthode régalienne, c'était saigner. Parce que déjà, on a déjà vu trop de morts comme ça. On parle de carnage, effectivement. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit dans le Nord-Ouest. Finalement, c'est une histoire, c'est un imbroglio qui n'a finalement ni tête ni queue. Tous les jours, on nous dit qu'on a tué des gens. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, si la nouvelle expression parle de carnage dans le Nord-Ouest avec des chiffres, donc 27 à 40 personnes qui ont été donc présentées par l'armée comme étant des sécessionnistes et qui ont été abattues, il y a le journal indépendant qui parle d'un gang de séparatistes neutralisés et 20 otages libérés. En même temps, on peut lire dans Mutation de ce matin des images insoutenables avec des femmes, des mains sur la tête en train de pleurer. Et aussi, on va retrouver dans le journal Le Soir, donc un vaste réseau de terroristes neutralisés à Santa. Parce qu'on voit que la presse y va selon sa sensibilité. Il est clair que les images qui ont défilé dans les réseaux sociaux donnent froid au dos. C'est des gens couchés, en main le sol, vraiment du sang partout. Ce sont des images horribles. Le Cameroun n'a pas besoin de cela. On a comme l'impression qu'on est dans un pays en pleine guerre. On l'a dénoncé sur ce plateau. Le gouvernement devrait prendre des mesures qui s'imposent pour éviter de pareils carnages. Parce que de pareilles informations donnent du grain à moudre aux institutions internationales qui ces derniers temps crient à eux et à Dia que le Cameroun gère mal la crise anglophone, que l'armée tue au quotidien. Tout le monde se rappelle quand même la dernière sortie inopportune, ça il faut le souligner, de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui avait fustigé justement ce type de comportement. Et maintenant, quelques jours plus tard, l'actualité lui a donné raison. Effectivement, l'armée camerounaise a battu à bout portant. C'est vrai que selon le colonel Badjek, l'armée répondait à des échanges de coups de feu, selon les informations officielles jusqu'ici. Ils ont été informés, l'armée a été informée de ce que un gang de séparatistes tenait une réunion du côté dans cet hôtel-là. Ils ont voulu justement aller les intercepter sans aucune violence, mais il y avait un guetteur qui a lancé la lettre et les sécessionnistes, en fait, les personnes présentées comme telles ont ouvert le feu et l'armée n'a fait que riposter. Voilà la version officielle. Maintenant, que se passe-t-il exactement? On ne sait pas vivement parce que tous, quoi qu'on le veuille ou pas, sont des Camerounais, qui sont en train de perdre des vies et peut-être parmi ces gens-là, il y avait des innocents qui étaient de passage dans cet hôtel. Que s'est-il passé véritablement? On ne saura le dire, mais toujours est-il que ce sont des choses à déplorer. On l'a souligné ici au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour que de pareilles choses ne continuent plus à arriver. Très bien. Alors, donc, Info Matin, crise anglophone, l'armée libère 22 otages, avec d'autres informations aussi dans la plupart des tabloïds de ce matin sur cette question. Alors, autre chose, c'est l'Aile du Sahel qui parle de la présidentielle 2018. Un membre du Conseil constitutionnel appelle à la candidature de Paul Biya.
On entend déjà des sons du genre. On a également entendu dans la Léquier, là-bas il y a eu une forte cotisation également pour soutenir et encourager le chef de l'État. Et il y a eu une motion de soutien pour inviter le chef de l'État à se représenter. Oui, mais c'est une information qui fait jaser, effectivement, et qui est déplorable. On ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel, reconnu pour sa neutralité par rapport à la gestion des élections, et signer une motion de soutien pour demander au président de la République de se présenter. Autrement dit, on devient juge et parti. Ça ne va pas. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel doit tirer toutes les conséquences de cette affaire, quand son membre ait pu signer la motion de soutien. Cela veut dire que demain, comment vont-ils gérer les élections si tant il est reconnu qu'il a donné son camp? Est-ce qu'un membre du Conseil constitutionnel peut accepter demain que son camp perde? Non, il a un camp qu'il a choisi et c'est lui le juge des élections. Dans le journal et d'autres informations aussi parlant de l'ECAM qui renoue donc avec la crise, c'est dans le numéro disponible de ce matin. Le soir hebdomadaire qui est dans les kiosques par la crise anglophone avec un vaste réseau de terroristes neutralisés à Santa. C'est ce qu'on lit également dans le journal. Et on parle aussi d'autres informations que je vous invite à lire dans les kiosques également. Le journal Repère parle donc de l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Lee Xinjun embarrasse le gouvernement. C'est ce que dit le journal. Le journal parle également de la course à la primature. Divorce consommé entre Philemon Yang et chez Jones Yembe, qui est donc contenu dans le journal ce matin. Donc une autre information aussi que je vous invite à lire. On parle également des infrastructures sportives, lumière sur les stades de la Fédération camerounaise de football. Un autre dossier à lire dans le journal Repère de ce matin. Intégration s'intéresse à la présidentielle camerounaise. Bataille ouverte donc entre puissances étrangères et bien entendu le Cameroun. C'est à lire dans le numéro disponible. Le journal s'intéresse également à toute autre chose. Donc tout est à refaire en Afrique centrale avec des classiques donc que l'on observe aussi des chefs d'État croulants, selon bien sûr le journal L'Intégration de ce matin. Donc, parlant de tout cela, dans le numéro disponible, le journal Le Popoli qui est dans les kiosques parle des carnages de Menka, le film à découvrir dans ce numéro, des caricatures que je vous invite à découvrir également dans le journal satirique. Le journal Info Matin parle de crise anglophone, l'armée libère 22 otages, ce qui est contenu dans le journal. Et puis, opération épervier, Babalé en route pour le TCS. Autant d'informations à découvrir dans la presse ce premier jour de la semaine. Et voilà ce que la presse nous propose sur ce plateau. Thierry Niapé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est avec beaucoup de plaisir que je la retrouve ce matin 28 mai 2018. Merci d'être avec nous. En face de vous, Bernard Matana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry. Surtout, bonne chance à tous les élèves qui ont commencé avec les épreuves du baccalauréat et du JCI. Voilà, merci d'être avec nous. Également, bonne chance donc à ces jeunes. Et avec vous, sur ce plateau, nous commençons avec des sujets qui touchent, qui choquent et qui amusent même parfois parce que si on s'en tient à ce que le Popoli nous propose. Donc, vivre ensemble ou détruire ensemble, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi le deuxième assassinat de Ruben Oumiobe. C'est exagéré? Non, je pense que c'est bien dit. En réalité, il s'agit de la deuxième mot parce que qu'on dise, hein, Ruben Oumiobe est quand même l'un des premiers nationalistes qui a porté haut les revendications qui ont abouti à l'indépendance du Cameroun, même comme plusieurs années plus tard, sa mémoire n'a pas suffisamment été reconnue. Aujourd'hui, au-delà de toutes les revendications qui ont été faites jusqu'ici, on se rappelle de la sortie ou des multiples sorties de M. Essama, que l'on traite parfois de tous les noms d'oiseaux, mais ces sorties quand même ont réussi à aboutir à la mise en place, pourquoi pas, ou à l'érection d'un monument à la mémoire de Ruben Oumiobe. Il se trouve malheureusement que les chefs ont estimé au courant de ce week-end que Ruben Oumiobe était un halogène et ne méritait pas un monument à cet endroit-là. Il y a plusieurs questions qui se dégagent malheureusement. Pourquoi les monuments, notamment du général Leclerc,
le monument du soldat inconnu trône sans aucun problème du côté de Bonanjo. Pourquoi il a fallu que ces revendications aboutissent jusqu'à ce niveau pour que les chefs se mettent à revendiquer un monument pour Douala Mangabel et les autres? Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des rues, notamment du côté de Bafoussam et dans plusieurs autres régions du Cameroun, qui portent les noms de ces personnalités, de ces nationalistes qui ont donné leur vie pour la libération ou pour l'indépendance du Cameroun, sans que cela ne gêne les habitants de ces différentes régions-là. On ne comprend pas comment les Sawa, qui, il faut le dire, ont trouvé les Bassa et les Bakoko du côté de cette place, qui est aujourd'hui considérée comme notamment des ministres qui ont beaucoup travaillé. On se rappelle la belle cérémonie organisée par le ministre Ngale du côté des DEA qui a réuni plusieurs pontes du régime venant de plusieurs bords, de plusieurs régions. Il a donné le ton l'année dernière et cette année encore, il a réitéré. Voilà, donc cela n'a offusqué personne. On n'a pas compris pourquoi les chefs traditionnels Douala se sont levés à pareils actes de vandalisme. Qui les a manipulés jusqu'ici? Parce que, qu'on le veuille ou pas, si on se permet de questionner l'histoire du Cameroun, on se rendra compte que les Douala ne sont pas ne sont pas les premiers habitants de cette zone-là. Ne sont pas les premiers habitants du plateau de Jos. Tout le monde se rappelle justement que ce sont les Bassa et les Bakoko qui étaient les premiers habitants de ces zones et que les Douala venaient du Congo et malheureusement la cohabitation n'étant pas celle-là parce que selon certaines sources, selon certains livres, il y a d'ailleurs le Nora Peter qui le rappelle dans l'article ce matin, avec le leader nationaliste. En tout cas, on a parlé bien entendu de Oumiobe qui habitait un commandeur et qui tenait ses réunions, justement, non loin de là. Si on va même au-delà, pour questionner, si on entre sur le plan anthropologique, on questionne l'histoire, vous allez vous rendre compte que en fait, les Douala ont trouvé les Bassés et les Bakoko sur place et les Bassés et les Bakoko ont dû se replier vers le milieu de la ville simplement parce qu'ils estimaient que les Douala n'étaient pas aussi propres que ça parce que c'était un peuple de pêcheurs. En réalité, si on rentre dans l'histoire, il y a beaucoup de choses à redire. C'est un acte condamnable parce qu'au même moment où ils détruisent cette stèle qui était encore en phase de construction, il y a des avenues qui portent le nom de Douala Mangabel à Bafoussam. Je vous ai dit, il y a des rues qui portent des noms de Douala Mangabel au-delà de la ville de Douala. Donc c'est un acte condamnable, c'est un acte répréhensible au moment où l'État est en train de prôner le vivre ensemble. Alors il n'y a pas que ces deux qui réagissent, il y a également Chanda Tom qui fait savoir que c'est le deuxième assassinat de Ruben Oumiobe. Il interpelle d'ailleurs l'un des responsables aussi, parlant de Sinjung Pokam, qui lui demande s'il est au courant qu'il y a eu une destruction du genre aussi. Oui, moi je pense qu'il faut éviter de prendre ce problème sur le prisme ethnique. Parce que chaque fois qu'on discute sur les replis identitaires, on ne trouve pas une solution. En réalité, au Cameroun, le problème ethnique, c'est une équation à 250 inconnus. On ne peut pas trouver de solution. Donc, je pense qu'il faut éviter de prendre toujours le problème sur le prisme ethnique, sur le prisme d'installation. On ne va pas rentrer dans la profonde histoire pour savoir qui s'est installé où et quand. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, comme on prône de vivre ensemble, tout le monde est camerounais partout où il se trouve. Très bien. Alors, c'est à lire dans le dossier proposé par la nouvelle expression de la page 2 à la page 3. Le journal parle également d'un autre fait qui s'est déroulé en tout cas ce week-end, parlant de la crise anglophone. Carnage dans le nord-ouest. On apprend d'ailleurs qu'il y a entre 27 et 40 personnes présentées par l'armée comme étant des sécessionnistes et qui ont été abattues dans un hôtel près de Santa. Oui, c'est bien dommage. Hein. On a dit depuis que c'est devenu comme un marronnier tous les jours. Quel est l'épisode du feuilleton, problème anglophone, problème sécessionniste. C'est dommage qu'on se retrouve dans une situation où des Camerounais meurent pour des raisons qu'on ignore. Je crois qu'il est temps pour qu'on évite ces morts. Maintenant, on peut s'offusquer de ce que dans un hôtel, qu'on retrouve du matériel militaire, des tenues, des munitions et autres, des armes de guerre. Comment ils ont fait pour arriver là-bas, dans cet hôtel, pour qu'il soit découvert? C'était sans doute la base arrière. Il faut vraiment interroger. Il faut que, comme on dit, que tout l'entourage soit en exploitation. Parce que
Au-delà d'avoir démantelé cette base arrière, ils peuvent avoir d'autres bases arrière des sécessionnistes. Moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement, l'État du Cameroun cesse